Bonjour à toutes et à tous, encore une fois on vous donne rendez-vous sur le 100% Foot Show. Merci à vous de nous faire confiance. Nous sommes ici du côté du Noom Hotel. Merci au personnel de ce magnifique réceptif hôtelier de nous accueillir. Bien évidemment nous allons revenir sur cette histoire du Sili qui continue à agiter un petit peu la cité. Aujourd'hui nous avons comme invité Abdul Karim Bangoura, ancien sociétaire du Sili national de Guinée, présent lors des CAN 94 et CAN 98 avec le Sili national. Il a tenu à réagir, notamment vous avez suivi sur le 100% Foot Show les propos d'Ibrahima Traoré qui le nommait expressément dans cet entretien accordé à notre rédaction. Aujourd'hui, Abdul Karim Bangoura a décidé également de s'exprimer avec 100% foot. Nous allons revenir sur tout ce qu'il faut savoir dans cet épilogue. Antonio Soares s'est exprimé, Paul Put s'est exprimé, Ibrahima Traoré s'est exprimé. Ensuite, Paul Put a réattaqué. Antonio Soares également a donné peut-être le coup de massue à limogeant le sélectionneur belge du Sili national de Guinée. Avec Abdul Karim Bangoura, nous essaierons d'aller plus en profondeur pour donner plus d'éléments à ce fiasco, ou en tout cas ce feuilleton du Sili national qui est en train de se dérouler du côté de Conakry depuis quelques temps. Merci de nous suivre et Abdul Karim Bangoura, invité du 100% Foot Show. Voilà, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur le 100% Foot Show. Comme on vous l'annonçait, l'invité aujourd'hui c'est Abdul Karim Bangoura. AKB, il y tient bien évidemment à ce patronyme, celui qui a fait les belles heures du Sili national de Guinée, mais également de certains clubs du côté de l'Europe, notamment en France. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir en face de nous. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation, même si vous étiez dans une optique de vouloir vous livrer, monsieur Abdul Karim Bangoura. Merci beaucoup, merci de m'avoir accordé la parole. D'accord. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas en réserve de l'actualité qui se déroule en ce moment avec le Sili national de Guinée, qui est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais suite à cette élimination-là, nous sommes partis de révélation en révélation. On a d'abord eu le président Antonio Soares qui s'est exprimé du côté de l'hôtel dans un point de presse. Ensuite, on a eu Paul Put qui a contre-attaqué. On a directement essayé de solliciter Ibrahima Traoré aussi, qui était dans une espèce d'envie de communication sur les réseaux sociaux, qui a accordé cet entretien avec 100% Foot. Vous l'avez bien évidemment suivi. Ensuite, il y a eu Paul Put qui a réattaqué contre les arguments d'Ibrahima Traoré. Ensuite, on a Antonio Soares hier soir, notamment lundi, dans les environs de 18h à la Fédération guinéenne de football, qui lui aussi a finalement peut-être porté le coup de grâce en limogeant Paul Put, même si les conditions de séparation seront discutées plus tard. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est un feuilleton sans fin avec ce qui est en train de se passer en ce moment ? Moi, je pense que c'est normal, chacun de son côté donne sa version des faits. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements vis-à-vis de tous les supporters, en tout cas la population qui s'est levée comme un seul homme pour soutenir son équipe. C'est la première fois que je vois autant de personnes adhérer à la même cause. Donc ça veut dire que le football aujourd'hui, il ne faut pas s'amuser avec. Je ne cesse de le répéter. C'est le seul sujet que je peux dire. Tous les Guinéens au moins s'écoutent. Donc faisons en sorte qu'ils marchent. D'accord, bien évidemment on va faire en sorte qu'il marche, on est là pour ça bien évidemment, pour essayer de décortiquer cette actualité du Sili, cette actualité du football guinéen, puisque la Fédération guinéenne de football est bien évidemment indexée du doigt par ces mêmes supporters dont vous mentionnez dans vos propos. D'abord moi j'ai une question qui est personnelle, parce que étant tout jeune, j'ai suivi bien évidemment le Sili national de Guinée. Je pense que mon premier souvenir avec cette équipe c'est la CAN 98 avec un attaquant qu'on avait, Souleymane Yula, qui est votre ami. Vous aussi vous étiez dans cet effectif là, vous étiez sur le terrain. J'ai juste envie de savoir, est-ce que vous avez réussi à passer à autre chose après cette élimination face au Burkina Faso à la 85e minute de jeu? Le Sili était encore qualifié après 80-85 minutes de jeu dans une poule qui était quand même très compliquée, le Cameroun, l'Algérie, le Burkina Faso, pays organisateur. Est-ce que on peut dire, après toutes ces années, vous êtes passé à autre chose et vous avez oublié cette élimination qui était très douloureuse? Oui, tout à fait. Il faut évoluer. Même si on rencontre des difficultés dans la vie, c'est ce qui nous permet aussi de grandir. La déception était telle qu'à un moment donné, il y a certains même qui étaient à la limite de tomber malade. Moi, cette fois-ci, quand il y a eu le tirage au sort, par exemple, pour cette CAN, j'étais très content du fait de ne pas être dans la poule du pays organisateur. Mais c'est quand on arrête le football qu'on pense à tout ça. À chaque fois, notre génération... quand les deux CAN auxquels j'ai eu la chance de participer, on tombait toujours dans la poule du pays organisateur. Et vous savez très bien que
les pays, les équipes en général se valent. Donc c'était compliqué pour nous de sortir de la poule. Et on savait très bien que si on sortait de la poule, on avait des joueurs, on avait des groupes, on avait un groupe qui pouvait aller très très loin parce qu'il y avait des joueurs, des leaders, des compétiteurs, en plus de leur talent, qui pouvaient faire beaucoup de choses. Évidemment, on n'oublie pas cette génération, notamment Abdul Salam Sow, Aboubacar Titi Camara, Akabe que vous êtes, Sokra, voilà, c'est toute cette génération Morlaï Souma, une génération dorée que le Sili national a eu, qui peut-être voilà, en termes de talent, on va peut-être pas comparer avec celle d'aujourd'hui, mais qui, on peut dire en tout cas, avait une certaine forme d'envie, une certaine forme de combativité sur le terrain, qui donnait tout sur le terrain. On va maintenant passer à l'actualité de ce moment, c'est la CAN 2019 bien évidemment, on va pas rester sur la CAN 98 même si vous êtes avec nous, c'est très très loin et j'étais tout petit d'ailleurs à ce moment-là, mais on va revenir sur ça parce que les propos d'Ibrahima Traoré m'ont un petit peu interpellé en disant, en essayant de relativiser cet échec-là, après avoir été éliminé 3-0 face à l'Algérie, après n'avoir gagné qu'un seul match en phase de groupe dans une poule où on avait le Madagascar, et le Burundi et le Nigeria. Est-ce que pour vous, c'est un échec? On ne peut pas dire le contraire, même si le capitaine a essayé un petit peu de relativiser en disant qu'on a perdu face à l'Algérie. Oui, le capitaine a raison de parler ainsi. C'est un capitaine, il doit défendre son groupe. Mais nous, on le sait très bien que c'est un échec. Lui-même, il sait que c'est un échec. Il a dit en partie qu'ils n'ont pas réussi à donner satisfaction. Donc, en gros, c'est un échec. Mais dans un échec, il faut voir comment les choses se sont passées. Et là, on a constaté que les gens, la population n'était pas contente par rapport à ça. Et nous en premier, parce qu'on était là-bas, on vivait ça en direct. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais maintenant, il faut situer les responsabilités et chacun doit après assumer. C'est ce qui est difficile chez nous. Les gens, ils n'assument pas. Exactement, on va essayer de mettre chacun face à ses responsabilités, on va aller pas à pas, on va d'abord parler en première partie de ces joueurs-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le débat qui se fait autour de cet échec-là, autour de ce fiasco-là, ne touche pratiquement pas les joueurs, ils sont peinards, certains d'entre eux sont à Conakry, ils sont en train de profiter de leurs vacances tout simplement. On n'est pas là en train de dire qu'ils ne doivent pas profiter de leur vie, ils ne doivent pas avoir ce moment de recul-là, mais j'ai le sentiment qu'ils sont un petit peu laissés, qu'ils sont un petit peu... hors de contexte et qui sont un petit peu hors de pression, alors que les premiers responsables, même si on va parler de la fédération, on va parler de l'entraîneur, on va parler de tout, mais le visage affiché par le Sili ne peut pas être de la faute de la fédération, le visage affiché par les joueurs sur le terrain qui ne montraient pas une certaine forme d'envie. Est-ce qu'aujourd'hui tout simplement les joueurs sont en train d'être laissés de côté dans cette colère qui est légitime de la part des supporters? Oui, mais quelque part... c'est facile à deviner ça, la façon dont ils ont été réunis. Les joueurs, quand tu viens les chercher en donnant de l'argent, il est clair que quand ce dernier-là vient, il regardera que des sous. La mentalité a complètement changé par rapport à ça. Aujourd'hui, pour des joueurs, ils pensent d'abord à leur carrière avant quoi que ce soit. C'est leur carrière qui les incombe. Le reste, ça vient après. Maintenant, quand il s'agit de l'équipe nationale, nous, on le sait très bien que tu ne viens pas là-bas pour gagner de l'argent. Mais l'équipe nationale peut te permettre, après, dans ton club, de gagner beaucoup d'argent. Si un joueur n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris. Donc, l'équipe nationale, ça te met en vitrine. Si tu viens, quelles que soient les conditions qui vont être là, il y a l'homme. Tu es joueur. Il y a l'orgueil du footballeur, il y a l'orgueil du compétiteur que tu dois mettre en exergue. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre eux en leur disant que, au-delà de tout ce qui se passe là, quand on regarde par exemple Amadou Diawara aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit la Guinée, mais c'est d'abord, dans un premier temps, Amadou Diawara qu'on regarde. Donc il faut s'affirmer en donnant un bon exemple à tous les niveaux. Vous parlez tout à l'heure du fait que les joueurs qui ont été recrutés à coup d'argent, on va revenir bien évidemment là-dessus, mais moi j'ai été personnellement, on l'a vécu du côté de l'Égypte, on était ensemble, j'ai été personnellement déçu
touché, abattu, au-delà de la défaite, au-delà du visage montré sur le terrain. C'est ce que, comme on le dit souvent, c'est sur la sienne. Ça, c'est ce que tout le monde a vu, ce que les gens n'ont pas vu, c'est-à-dire le retour à l'hôtel, le comportement de certains joueurs. J'ai été personnellement, moi, mon exemple personnel, très touché et déçu de voir des binationaux comme Simon Fallet, comme Fodé Koita, qui avaient envie de pleurer, qui n'arrêtaient pas de ressasser cette défaite-là, alors qu'on a des joueurs qui sont nés à Conakry, qui ont grandi à Conakry, qui viennent de partir en Europe, qui eux, j'ai l'impression que la défaite les passait par-dessus la jambe et qu'ils en avaient quelque part pas trop sur le cœur. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible par rapport à vous, Akabe, qui étiez en combattant sur le terrain, qui toujours bougeait ses coéquipiers. Comment on peut expliquer ça? C'est pas des binationaux, c'est des joueurs qui sont nés à Conakry, qui doivent défendre le pays avant tout, qui doivent montrer l'exemple aux binationaux. Ouais, je dis, c'est pas spécifique aux footballeurs guinéens seulement. En tout cas, pour parler des joueurs locaux qui étaient là avant de partir en Europe, il y a aussi, comme vous le dites, des binationaux qui peut-être ont eu ce comportement-là. Mais seulement, je le dis et je le répète encore une fois, avant d'être un footballeur, on est quand même des hommes. Donc il y a une éducation derrière. Si tout ça n'a pas été fait, et que arrivé en équipe nationale maintenant, l'entourage qui est là, en tout cas tous ceux qui sont censés à véhiculer cet esprit-là, en tout cas ce message-là, ne font pas, des joueurs inconscients qui n'ont pas eu d'éducation, il fera de même. Hein. Exactement. On va donc continuer. On rappelle que nous avons comme invité Abdul Karim Bangoura Akabe, conseiller spécial du président de la Fédération guinéenne de football, monsieur Antonio Soiré, et également ancien sociétaire du Sili national de Guinée et qui a fait une longue carrière du côté de l'Europe. On le remercie pour cet entretien qu'il accepte de nous accorder. Il en avait sur le cœur, il avait envie de s'exprimer. 100% Foot Show l'a donné l'occasion, comme c'était le cas avec Ibrahima Traoré. On va donc continuer. On va maintenant essayer d'aller pas à pas en profondeur directement dans ce problème qui est en train de se dérouler entre la Fédération guinéenne de football et monsieur Paul Put, le sélectionneur ou l'ancien sélectionneur désormais depuis l'officialisation hier en tout cas de la part de la Fédération guinéenne de football de son limogeage. On va parler des conditions d'arrivée de Paul Put, ce qui peut intéresser et ce qui peut en tout cas poser des questions. Déjà à son arrivée en mars 2018 à la place de Kamfori Lapie Bangoura, beaucoup s'étaient posé la question parce qu'il était au Kenya si je ne m'abuse. Dans cette sélection il avait fait que quelques mois. Ça faisait 5 ans qu'il avait fait en tout cas cette finale avec le Burkina. Ce n'était plus un grand nom comme coach sur le continent africain et on aurait appris en tout cas du côté de 100% Foot parce qu'on essaie d'avoir pas mal d'informations et de mener pas mal d'investigations que le recrutement de Paul Put aurait été moyennant quelque chose ou qu'il y a eu des intermédiaires. C'est quoi la véritable raison de son arrivée et comment il est arrivé Paul Put? Bon, il est clair que l'arrivée de Paul Put a suscité beaucoup de questions. Moi, je le dis et je le répète encore et je l'assume complètement. Je faisais partie des hommes qui ne le voulaient pas ici. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui avait un antécédent. On sait ce qu'il avait fait jusque-là. Mais bon, comme il était, on va dire, choisi pour être sélectionneur, un des dirigeants, le petit prince, parce que moi je l'appelle comme ça, de la Fédération guinéenne de football. Moi, je vais essayer d'éclaircir un petit peu. Je pense que le petit prince, après les propos d'Ibrahima Traoré, est-ce que vous allez nous dépeindre? Est-ce que vous avez commencé à nous dépeindre? Je pense que le petit prince ne peut être nul autre que le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. En tout cas, moi je l'appelle comme ça. Le petit prince de la Fédération guinéenne de football s'est proposé d'aller au Kenya pour négocier ce qu'il avait. Qui sait ce qui s'est dit là-bas, qui sait ce qui s'est négocié là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, comme vous le dites, Paul Put a été recruté parce que certains touchaient de l'argent, dont le petit prince, je le dis, sans problème. Et que surtout, on savait que Paul Put avait des antécédents, vous venez de le dire, suspendu par l'Union belge des footballeurs ou du football en 2006, également confirmé par la justice belge. Donc il y avait des antécédents de magouille financière, de tout ce qu'il y a autour de ce personnage-là, même s'il avait été finaliste en 2013 avec le Burkina Faso. Donc Amadou Gabi, le petit prince, comme vous l'appelez, entre guillemets, c'est donc proposé personnellement d'aller chercher Paul Put. Pourquoi Paul Put? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était plus un nom recherché sur le continent. Mais c'est simple, je vous ai donné la raison. Vous avez dit tout à l'heure, je vous affirme que c'est le cas. Comme ils disent, d'ailleurs, j'ai vu quelques passages du sélectionneur, de montrer les preuves, machin et tout. Les preuves déjà, avant de commencer ici, vous en avez eu. Je pense que vous avez eu quelques preuves là tout à l'heure, avant qu'on ne commence l'interview.
Et le moment venu, à qui de droit, on le fera. C'est la plus grosse erreur qu'on ait jamais connue. En tout cas, en termes de recrutement d'un sélectionneur. Pour Fernandez, par exemple, j'étais opposé aussi, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était en vacances payées ici, et qui était d'ailleurs même pas là. Le fonctionnaire guinéen, j'appelais à l'époque, le mieux rémunéré, ne vivait même pas en Guinée. Mais Paul Putt, c'est encore pire. C'est encore pire parce que je l'ai dénoncé il y a quelques mois de cela, que quelqu'un qui a un contrat aussi onéreux continuait à vivre à l'hôtel sous le dos de la Fédé et dans la poche du président. Donc ils ont compris qu'on avait un monsieur qui était passionné, qui était prêt à payer dès l'instant qu'il s'agit de l'honneur du pays. Donc ils ont bien profité. Bon, maintenant il faut que ça s'arrête. Donc si on suit bien vos propos, pour essayer d'éclairer pour nos spectateurs qui vont nous suivre, Amadou Diaby serait parti. Donc il y a une négociation souterraine entre Amadou Diaby et Paul Putt, et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui n'est pas une surprise finalement. Je le dis, je le répète, et vous-même vous le savez, vous les journalistes, que le Petit Prince touche de l'argent sur le salaire de Paul Putt. Voilà. Et les membres de la Fédé, tout le monde sait, qui ne le sait pas. Donc dans ce cas, vous donnez un petit peu raison à Paul Putt qui parle des 10% touchés par quelqu'un de la Fédération guinéenne de football. Mais bien sûr qu'il a raison, mais seulement il n'a qu'à dire le nom. Il ne faut pas qu'il se caille, il dit quelqu'un de la Fédé, il n'a qu'à dire le nom. Moi je dis le Petit Prince. Tout le monde sait que le Petit Prince à la Fédération guinéenne de football, c'est qui? Je l'ai dit tantôt, quand il s'agit d'aller chercher des équipements, c'est lui. Quand il s'agit d'aller chercher des joueurs, on le sait pourquoi il va là-bas chercher les joueurs et quels joueurs il nous amène. Évidemment, non, vous en avez gros sur le cœur. On va aller pas à pas, on va vous donner la latitude de vous exprimer. Donc le Petit Prince Amadou Diaby, pour ceux qui sont en train de nous suivre bien évidemment, parce que vous le nommez pas expressément, mais je pense que on peut nous, de notre côté le faire. On va poursuivre là-dessus. Pour les binationaux, on a appris d'après des informations que nous avons de sources sûres et de sources concordantes de plusieurs niveaux, Amadou Diaby, pour aller recruter des binationaux, partirait donc avec une grosse enveloppe, au minimum 50 000 € pour aller chercher un joueur évoluant en tout cas du côté de l'Europe. Donc ce ne serait pas la fibre patriotique finalement qui amènerait ces joueurs-là, mais c'est plutôt un mercato au final. Pour venir jouer aussi les nationales de Guinée, vous avez un mercato. La fibre patriotique, ça n'existe. Je dis, c'est des mots bannis ça aujourd'hui dans la tête de ces gens et aussi des joueurs. Donc ne me parlez pas de ça. Patriotisme, ça n'existe pas. En tout cas, c'est du business. C'est du business pur et dur. Ils vont aller chercher des joueurs, les recruter parce qu'ils vont toucher de l'argent tout simplement. Et comment on peut proposer de l'argent à quelqu'un de mettre le rouge, jaune, vert? Le joueur va venir. Le rouge, jaune, vert ne l'intéresse pas. C'est l'argent qui va l'intéresser. Mais toi-même qui lui proposes de l'argent là, c'est parce que tu touches derrière toi aussi. C'est ça qui est grave. Je suis le premier à ce que les joueurs gagnent beaucoup d'argent. C'est ma famille, je viens de là et je serai en permanence solidaire avec eux. C'est clair et net. Mais maintenant, quand c'est pas bon, vous pouvez compter sur moi, je ne serai pas solidaire avec eux dans ce cas. Le joueur, les binationaux concourent derrière pour aller les chercher. Pourquoi le faire? De toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils viennent ici parce que là-bas, ils n'ont pas besoin d'eux. La France n'a pas besoin d'eux. L'Allemagne n'a pas besoin d'eux. La Belgique n'a pas besoin d'eux. En tout cas, aucune équipe nationale européenne n'a besoin d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leurs origines, ils vont se retourner vers là-bas. Avant d'aller chercher quelqu'un, moi, je pense qu'il aurait mieux nettoyer, en tout cas, faire propre ta maison avant d'inviter quelqu'un. Si la Guinée se qualifie tous les 2 ans à la CAN, de temps en temps à la Coupe du Monde, vous croyez que quoi? Ces joueurs-là même vont appeler. Ils vont appeler parce qu'ils veulent participer à la Coupe du Monde, parce qu'ils voient qu'on joue tous les 2 ans la Coupe d'Afrique et tout ça. Ils vont venir d'eux-mêmes sans débourser un centime. Et nous, je le dis et je le répète encore, comme on sait qu'ils ont compris que le président, il est prêt à tout faire pour l'honneur de la Guinée, et en tout cas ce qui concerne le football, machin et tout, ils se sont engouffrés dedans. C'est des gens c'est des ennemis de football. Aujourd'hui, le problème du football guinéen,
il est tout trouvé, tout le monde sait qui c'est le Petit Prince, en tout cas chez nous en Guinée, ici à la Fédération guinéenne de football. Tout le monde a peur de lui. Je me demande pourquoi. On se demande évidemment pourquoi, je pense que tous les Guinéens se posent cette question, mais une chose assez intéressante sur ce que vous êtes en train de dire, vous êtes conseiller du président, Amadou Gabi est premier vice-président, je pense que dans ce cas-là, le président doit forcément être au courant des manœuvres d'Amadou Gabi ou en tout cas doit l'appuyer dans ces manœuvres-là. Vous, en tant que conseiller, vous le dites au président, est-ce que vous vous faites entendre? Comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression qu'Amadou Gabi profite des envies du président d'avoir une sélection nationale assez compétitive et lui retire énormément de sommes pour aller faire son business, mais le président est consentant dans un autre côté. Et vous, en tant que conseiller, comment vous expliquez cela? Écoutez, tout ce que je dis au président, je n'ai pas envie de répéter ça ici. Je suis un conseiller du président, comme vous venez de le dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent devant moi. Et il y a beaucoup de choses qui se passent derrière moi aussi. Le président ne m'a jamais dit non sur quelque chose. Je profite d'ailleurs de l'occasion de le remercier par rapport à ça. Quand je viens lui proposer quelque chose et tout et tout. Mais sauf que le président dit oui et il n'y a pas de suivi derrière. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Dans le cadre du développement de notre football, il y a eu beaucoup de projets. Mais il y a quelqu'un qui est là, comme par miracle, il met le pied. Je vous donne un exemple tout simple. Et d'ailleurs, vous êtes très bien placé pour témoigner de ça. Quand j'ai été en Allemagne pour chercher des stages de formation et, pour nos entraîneurs et éducateurs et tout. On avait eu l'occasion de faire un entretien, c'était en 2017 en 2018 du côté de Gladbach. D'accord, à Mönchengladbach, vous étiez là. Et ce stage était gratuit, vous le savez. Ils nous donnaient plus de 12 entraîneurs qui venaient gratuitement faire leur stage. Et la Fédé était très contente. Et à l'arrivée, comme les autres, ils ne veulent pas, c'est-à-dire ils veulent garder le statu quo, qu'on reste dans la médiocrité pour qu'eux, ils continuent à faire leur business. Ils ont piétiné ça. À Toulouse, c'était la même chose. À Dijon, même chose. Metz, même chose. C'est-à-dire, tout ce qu'on propose, les gars, ils trouvent un moyen d'aller même à l'ambassade, de dire au consul de ne pas donner le visa aux entraîneurs pour qu'on fasse... Alors que moi, je ne suis qu'un conseiller, en tout cas, qui essaie de travailler pour eux. Je suis là, si demain la Fédé a le bilan, machin, on ne dit pas que c'est Paul ou c'est Pierre, on dit la Fédé. La preuve, aujourd'hui, tout le monde tire sur la Fédé, même si moi, personnellement, je ne décide de rien du tout, on nous tire nous-mêmes dessus. Mais je reste solidaire au président Antonio Soare, parce que je vais vous dire un truc. Si aujourd'hui, il quitte le football, en tout cas, il arrête de mettre ses avoirs dans le développement, en tout cas dans la gestion du football, on aura du mal à trouver quelqu'un pour le remplacer, parce que aujourd'hui, même si le gouvernement, l'État fait beaucoup de choses en termes de billets d'avion, d'hébergement, des primes et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas que le football pour le gouvernement, il y a d'autres choses. Donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui met ses avoirs, il faut l'aider pour qu'il continue, mais pas dans le sens que eux ils veulent. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui profitent de la chose, c'est le sélectionneur et le Petit Prince. Ils ont formé un duo pour écarter tout le monde pour que leur business prospère. Mais ce qui est très difficile à vous écoutant, c'est bien évidemment, on connaît la volonté du président Antonio Soare, on connaît les moyens qu'il met à disposition du football guinéen, bien évidemment, et ses envies. Mais ce qui est très difficile d'expliquer, ce qui est très difficile de comprendre pour nous qui observons ce football-là et qui nous essayons d'être en contact permanent avec lui, c'est le fait de ne pas écouter ceux qui veulent le mettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, vous avez parlé de ces stages en Europe et tout ce que vous avez obtenu, qui a été piétiné au final. Vous, en tant que conseiller du président, vous avez un projet pour la Fédération guinéenne de football, pour amener quelque chose de professionnel dont le football guinéen profitera à court, à moyen et à long terme. Au final, ça a été bloqué. Mais
en tant que, c'est quoi votre réaction personnelle? Le président ne vous écoute pas au final, même si il a des moyens, même si aujourd'hui on sait qu'il investit, mais si finalement tous ces moyens qu'il investit, il décide d'écouter les personnes qui, entre guillemets, ne veulent pas l'avancement du football guinéen, malheureusement c'est son bilan à lui. C'est le premier responsable, c'est lui le président de la Fédération guinéenne de football. C'est que quelque part, il le cautionne. Il n'écoute pas les personnes qui veulent ouvrir les yeux, il écoute les personnes qui veulent aller faire du business au final. Donc à un moment donné, c'est lui qui cautionne ça. Bon, ça je le conçois. C'est un constat qui est là. Est-ce que vous le lui dites? Qu'est-ce qu'il en pense si vous lui dites ça comme ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Ben, je lui dis très souvent, président, il y a ça, j'attire son attention sur beaucoup de choses. Bon, maintenant, comme je le dis, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Si lui, maintenant, après, il n'y a pas de réaction derrière, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que ça donne pas un petit peu raison aux Guinéens qui disent qu'au final, c'est un petit peu un jeu de cinéma? Il n'a pas véritablement envie que les choses avancent. Bon, ça peut pas être une comédie. Je connais, en tout cas, ce que je sais de lui pendant ses voyages, pendant des actes qu'il pose, je sais qu'il a envie que les choses avancent. Bon, maintenant, la manière n'est pas, on va dire, ça ne concorde pas. Je l'ai dit une fois que son côté social, c'est toute la Guinée ou même au-delà qui apprécie ça. Mais dans le football, il va falloir les dissocier. C'est-à-dire, il y a une gestion qu'il faut faire des hommes, une gestion, pardon, des hommes qu'il faut faire en termes de management, en tout cas dans le football, qui ne concorde pas du tout avec du social. S'il y a une règle pour tout le monde et que quelqu'un arrive à déroger ça, il faut qu'il soit sanctionné, sans état d'âme. Et au jour d'aujourd'hui, c'est sa personne, c'est sa façon de faire, je ne peux pas le juger. Donc c'est malheureux parce que ça retarde le travail, mais c'est comme ça, c'est sa façon de faire. C'est lui qui sait comment, en tout cas, c'est un homme d'expérience parce qu'on ne peut pas arriver là où il est aujourd'hui. Peut-être c'est sa stratégie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je ne ferais pas exactement comme ça. Je ferais beaucoup de choses comme lui, mais bon, ça c'est la vie, ça. On n'est pas tous pareils, on ne réagit pas tous de la même manière, mais il est clair qu'en football, il ne doit pas y avoir de complaisance. Quelqu'un sort, les joueurs, ils prennent l'exemple sur les dirigeants. J'ai vu tantôt, on parle de, par exemple, des joueurs, ils ont amené à manger, leur femme a amené à manger à l'hôtel, chose. Est-ce que aujourd'hui, vous qui vivez en Europe, vous connaissez les clubs européens, un joueur peut rêver, même dans son rêve, que sa femme lui amène à manger? C'est pas possible. Et pourquoi ils le font ici? Parce que tout simplement, leur interlocuteur, il a couché là-bas avec une fille ou une femme, je ne sais pas. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas interdire quelque chose à d'autres personnes que toi-même tu fais. En tant que dirigeant, ça ne passe pas. Les joueurs, c'est comme ça. Ils savent, c'est comme un enfant. Quand il touche là, tu tapes une fois, il touche, tu retapes, la prochaine fois, il ne va même pas tenter. Mais le joueur, il tâte le terrain, il voit comment vous vous comportez. Et inconscients qui sont, pour parler de certains, et ce n'est pas eux tous, ils font pareil. De toute façon, il y a un bilan à tirer et le comportement contient, malheureusement, si on est complaisant ou en tout cas on est consentant de certaines actions de son équipe, notamment du bureau exécutif directement, c'est que le bilan à tirer sera forcément, en tout cas aujourd'hui, quelques Guinéens pensent que le président Antonio Souaré devrait tirer les leçons lui en premier, même si hier on l'a écouté là-dessus. Mais pourquoi la question doit être concentrée uniquement sur le président Antonio Souaré? C'est ça que je ne comprends pas. Peut-être parce que c'est le premier responsable de la fédération. Okay, je le conçois. C'est lui le premier responsable. Il est clair que quand ça ne va pas, on va le regarder, on va le juger, machin et tout ça. Mais que dire des autres membres du comité exécutif? Ils sont là pourquoi? Je leur ai dit la dernière fois en Égypte là-bas. J'ai dit, je ne peux pas comprendre qu'il y ait aujourd'hui une seule et unique personne qui fait tout. J'ai même donné l'exemple. Je dis, on est en compétition. Ali Touré, M. Ali Touré, qui est le chef du département des compétitions, il était ici. On est en compétition. Pourquoi il n'est pas là-bas?
Évidemment, la question mérite d'être posée. En tout cas, je pense qu'elle aura une réponse dans nos commentaires. N'hésitez pas à liker également, à commenter, à donner votre avis suite à cet entretien qu'on a eu avec Abdul Karim Bangoura, je le rappelle, à KB. Ici, du côté du réceptif hôtelier de Nîmes, on va peut-être poser la dernière question avant de se séparer. On va parler de cet entretien qu'on a eu avec Ibrahima Traoré, paru ces derniers jours sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux et du site 100%foot.net. Il a parlé de cette histoire de raquette. Tout à l'heure, on a eu une preuve vocale, en tout cas un entretien avec l'entraîneur adjoint du Sili national, en tout cas une personne qui est dans le staff technique, qui n'est plus du côté de Conakry, qui on peut dire est belge, hein, on peut donner la nationalité, Thierry évidemment, c'est ça évidemment Thierry qui a donné donc la véracité des propos, qui a maintenu le fait qu'il y a véritablement ce que disait Ibrahima Traoré, une certaine somme à payer à ce homme qui est basé du côté de la Belgique. Ibou nous parlait d'une personne très haut, parce que on va rappeler rapidement, Ibrahima Traoré disait qu'Abdul Karim Bangoura et lui en tant que capitaine ont essayé de mettre fin à cette pratique au sein du Sili national de Guinée, que malheureusement vous n'avez pas réussi, puisque cette personne a reçu dans ces derniers jours également une somme de 20 000 $, je pense. Donc cette personne haut placée, c'est le petit prince, comme vous le nommez depuis le début de cet entretien qu'on a. Et donc, Amadou Gabi, le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, vous aurez empêché tout simplement d'arrêter ce business au sein du Sili national de Guinée? Ouais, bon, moi, je tiens d'abord à préciser une chose. Quand les gens, tout le monde tire à boulet rouge sur les joueurs, je ne suis pas d'accord. Juste parce qu'ils ont réclamé quelque chose. On vient promettre aux joueurs, parce que ça a commencé où, je vais vous dire. Ça a commencé, le dernier match, c'était en Centrafrique. Le Petit Prince vient promettre aux joueurs qui vont payer les primes de match, amicaux, machin, et tout ça. Il a promis beaucoup de choses aux joueurs. Et vous connaissez les joueurs. Je dis, je le répète encore, c'est comme un enfant. Tu le promets que tu vas le ramener, tu es le papa d'un petit, tu lui promets que tu vas le ramener un ballon. Lui, il s'en fout comment tu vas avoir le ballon. Lui, il attend le ballon à la maison. Si tu ne l'amènes pas, il va réclamer. Donc, tu promets un avion aux joueurs alors que tu ne peux même pas leur offrir un vélo. C'est là le problème. Les joueurs, maintenant, quand ils montent, ils mettent la pression, qu'est-ce que tu fais? Tu passes par derrière pour envoyer des messages à certains journalistes pour tirer sur ces joueurs-là. Alors qu'au départ, ils n'avaient rien demandé. Moi, j'ai dit, dès que j'ai eu connaissance de cette affaire, j'ai dit à tout le monde, même aux joueurs, j'ai dit, mais c'est où vous avez touché une seule fois la prime d'un match amical dans vos clubs? J'ai même dit à un moment, j'ai dit, donnez la preuve, une seule preuve, que vous avez touché la prime d'un match amical. Je dis, je demanderai au président de multiplier vos primes par 100. Parce que ça n'existe pas. Mais ceux-là même qui organisent ça, c'est parce qu'eux-mêmes nous touchent derrière. On a reproché beaucoup de choses à l'ancienne équipe. Par exemple, je n'ai pas envie encore de citer le nom de l'ancien président de la Fédé, hein, qui avait son nom sur la liste pour toucher des primes. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Le Petit Prince touche de l'argent par rapport à ça. Écoutez, parce que... Donc rapidement, pour que les gens comprennent, Amadou Gabi aurait promis de payer, en tout cas que la Fédé allait payer les matchs amicaux, tout simplement parce qu'il y a un pourcentage qui sont touchés sur ces primes-là. Non, ce n'est pas le pourcentage, parce que lui-même il touche, parce qu'il est le délégué fédéral, je vais dire, attitré. Voilà, il met son nom pour toucher la prime également de ces primes. Bien sûr, quand les joueurs touchent, lui aussi forcément il touche, parce qu'il y a son nom dessus. Donc c'est normal qu'ils se battent. Donc, arrivé maintenant, la chose a traîné. Arrivé ici, lors de la remise des drapeaux, vous avez tous vu, moi je n'étais pas là-bas, mais à la télé, où ceux qui étaient là-bas ont vu. Le Petit Prince a approché le Premier ministre pour le demander de payer. Vous savez, le gouvernement, lui, il est là pour essayer de faire avancer des choses. Et tu lui demandes de payer, ils ne sont pas techniciens. Ils donnent la forme, le fond, ça ne les intéresse pas, c'est à nous les techniciens. Mais nous, on savait très bien qu'il ne peut pas y avoir de prime pour des matchs amicaux. Donc, le Premier ministre ordonne au ministre du budget et ainsi de suite. Le Petit Prince se tourne vers les joueurs, genre comme ça. Genre, oui, vous avez vu, j'ai réussi. Mais sauf que c'est une administration derrière. Les joueurs, ils disent, bon, allez, c'est bon, on a nos sous.
ils vont là-bas, les sous ne viennent pas. L'administration, ça prend du temps. Donc c'est là où les petits continuent à réclamer. Et c'est le même gars qui passe par derrière pour informer, ah les joueurs réclament. Et les plus virulents, on les cite. On cite les joueurs. Et le capitaine... On fait fuiter les noms dans la presse. Oui, mais le capitaine ne parle pas à son nom propre. Le capitaine parle au nom du groupe. Et c'est normal qu'il parle au nom du groupe parce que tout le monde ne peut pas venir réclamer quelque chose. Il y a lui et ses 2 ou 3 lieutenants qui viennent voir les dirigeants pour discuter. Et avant, Djambobo discutait pour les problèmes de primes. Voilà, donc, mais ce n'est pas lui qui décide. Le groupe lui dit, bon, ça c'est faisable ou pas. Il vient maintenant, il discute. Mais je le répète encore une fois, il y en a, ils ont pensé qu'en venant en équipe nationale ou à la Fédé, allez, ils ont gagné au loto. Mon frère, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter ça, de demander, de passer par derrière. Et puis les joueurs, ils demandent. Les joueurs, ils disent maintenant, bon, tant que c'est comme ça, on ne veut plus avoir le même traitement que tout le monde. Aujourd'hui, vous me posez des questions, vous m'avez invité pour venir discuter, c'est parce qu'il y a les joueurs. S'il n'y a pas les joueurs, on ne discute même pas. Donc, ils doivent être traités bien comme il faut, mais pas comme les autres. Mais si le joueur touche 30 000, celui qui porte ses bagages porte 30 000, c'est normal ça? C'est pas normal. Donc, il faut hiérarchiser. C'est extrêmement important. Le joueur, c'est lui qui joue, c'est lui qui prend les risques. Donc, il doit être, si lui il a 10, même celui qui ne joue pas, il est joueur, il ne joue pas, il doit peut-être toucher la moitié. Et celui qui est dans les tribunes, peut-être 25%, et ainsi de suite. Mais si tu entends même des kinés lors de cette phase dire que si on ne donne pas notre argent, on ne va pas, on va plus rien faire. On ne va plus rien faire, on veut les 20 000 et tout ça. Parce qu'ils savent tout simplement qu'ils sont soutenus par l'entraîneur, écoutez bien, hein, par le sélectionneur qui passe derrière pour ramasser des sous. Hein. Voilà, il n'a jamais défendu son groupe. Le monsieur n'a jamais défendu des joueurs. Vous avez vu, il a au contraire tiré à boulet rouge sur ses joueurs. Ton gardien fait une erreur, tu viens dans la presse pour le critiquer. Tu dis que les joueurs ne jouaient pas dans leur club alors que c'est toi-même qui les as sélectionnés. Je vous dis, c'est la plus grosse erreur qu'on a commise pour prendre ce monsieur. Parce que au-delà même de sa façon de gérer l'équipe, il ne connaît rien de football. Il a quand même été finaliste avec le Burkina. Oui, parce qu'il y avait des leaders dans cette équipe qui ont pris l'équipe en marche. C'est ce que ces garçons-là auraient dû faire. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous vous rendez compte que l'entraîneur est limité, vous avez des joueurs leaders dans l'équipe qui prennent leurs responsabilités. Je vous ai dit ici, en début de l'interview, que avant d'être joueur, il y a l'homme. Donc, ces joueurs-là, je sais qu'il y a beaucoup, il y en a plein parmi eux, qui avaient envie de réussir cette CAN, que même malheureusement, ils étaient c'est-à-dire tellement en minorité que l'entraîneur même n'était pas avec eux. Ouais, un sélectionneur qui dit qui va pour prendre la coupe, c'est un manque de respect total pour des adversaires. Tu peux dire ça en privé, dans les vestiaires, à l'hôtel, mais en tout cas en privé. Tu ne vas pas venir devant les micros et dire que toi tu vas à la CAN pour prendre la coupe, mais tu te prends pour qui toi? Parce que les autres ils sont là-bas, ils dorment. Pendant que tu parles là, ils te regardent, ils se disent ah ok, oh, venez, on vous attend. Surtout que le Sili n'avait pas été présent en 2017 et qu'en 2015, c'était un tirage au sort qui nous avait qualifiés. Je dis, ça ne me surprend pas. Mais le jour où il a dit ça, il a dit d'autres choses encore beaucoup plus graves. Dire qu'ils vont faire des choses qu'aucune équipe nationale n'a fait. Pendant ce temps, dans la salle où il annonçait ça, il y avait les doyens Petit Souris, les gloires de notre football. Et ils étaient là, ils ont dit, c'est un manque de respect pour toutes ces personnes-là. Je dis, ce monsieur n'a rien à voir avec le football. Il se sert le football pour faire le business, mais c'est monsieur argent. L'entraîneur, son seul souci pour lui, c'était que son staff touche le maximum. Parce qu'il sait très bien qu'il va passer 15, 16, 17 personnes dans un staff qui viennent du même endroit. Ouais, c'est pas un peu ça, ça doit t'interpeller.
Après, il dit qu'il a amené 7 personnes, que les 10 autres personnes sont les propositions de Amadou Yabi, que vous appelez Petit Prince, et Anthony Soirée. Mais je viens de vous dire qu'ils évoluent en duo. Donc toi tu amènes 7, moi j'amène 3, c'est la même chose, c'est la même équipe. Évidemment. Blanc, bonnet. Évidemment, c'est exactement ce que vous affirmez, M. Abdul Karim Bangoura Akabe, avec nous dans cet entretien pour le 100% Foot Show spécial également Sili National de Guinée. On a envie de clore totalement ce chapitre-là. Aujourd'hui, en tant que conseiller du président de la Fédération guinéenne de football, est-ce que vous le conseillerez de démissionner pour faire un toilettage total et permettre à une nouvelle équipe de faire des refontes sur le football guinéen? Je ne le conseillerais pas de démissionner, je l'ai dit là tantôt, parce que ça ne serait pas bon pour nous. Mais par contre, il faut revoir, il doit absolument revoir comment fonctionner. D'ailleurs, ils ont commencé parce qu'ils ont dissous l'administration. Mais le mieux que le président peut faire, c'est de faire les états généraux de notre football. Je l'ai proposé ça depuis 1 an. On appelle tout le monde, vous les journalistes, les médecins sportifs, les supporters, le gouvernement à travers le ministère des Sports, c'est-à-dire toutes les composantes du football. On fait une retraite, on va à la retraite quelque part, on se met là-bas, on discute, la feuille de route qui va sortir là-bas, est-ce que c'est le président qui aura choisi? Et non, ça veut dire que c'est le consensus de tout le monde. Et là, on suit ça, et il n'y aura pas de mot de tête, comme maintenant, parce que comme il a dit hier, il investit et au retour, il insulte. Les mêmes personnes qui viennent manger dans sa poche, ils se servent de ça pour le combattre. C'est ce qui se passe. Mais c'est malheureux, mais il faut qu'on trouve une solution. Et aujourd'hui, faire partir l'entraîneur et son staff, c'est le minimum. On s'attendait tous à ça, c'est le minimum. Maintenant, le seul souci de ce monsieur, maintenant, comme c'est monsieur Argent, c'est comment prendre l'argent après... Après le Petit Prince, c'est monsieur Argent. Ouais, monsieur Argent et Petit Prince. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il cherche maintenant? C'est de prendre au maximum. Et là, je demanderai même à la justice, je demanderai humblement à la justice de se mêler de cette affaire. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen, d'accord, qui va à des personnes qui n'ont aucun lien. Comme il a dit le capitaine, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il dit que, j'ai vu un passage de sélectionneur qui dit que ouais, c'est parce que Traoré est un parent à moi, que c'est parce que j'ai réagi. Mais Traoré, mais je m'en cache pas, c'est un parent à moi. Où est le problème? Mais Issa Agassila, c'est mon fils. Nabi Keita, c'est moi qui l'ai trouvé son premier contrat. Je peux dire 80 ou 85% de ces joueurs-là, j'ai un lien direct ou indirect par rapport à leur carrière. Mais cela ne m'empêche pas de leur dire ce qu'il faut dire et de leur demander de faire ce qui doit être fait, ce qui va dans le bon sens de notre équipe nationale. Comme sur les histoires de primes, lorsque vous disiez qu'on ne peut pas payer des primes de match amicaux. J'ai dit à Diawara, voilà un des joueurs que j'apprécie. Parce que pour moi, par son attitude, je ne le connaissais pas. Je n'avais aucun lien avec lui. Mais j'ai suivi ses matchs. J'ai suivi ses attitudes sur le terrain. Je l'apprécie personnellement. Je lui ai dit ceci. J'ai dit, les sous que vous avez touchés là pour des matchs amicaux, vous savez très bien que ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas mérité. Le gars, il m'a dit oui. Il le sait. Il ne pouvait pas me dire... On est passé par là. Donc, on connaît quand même la psychologie du joueur. On connaît leur sensibilité, on est passé par là. Les époques sont certes différentes, mais on vit dans le football. Ça, il faut arrêter ça. Il y a une occasion rêvée là pour faire le nettoyage. Je dis, il ne faut pas hésiter sans état d'âme. Ce n'est pas une affaire de personne, machin et tout ça. Non. Là, je dis, l'occasion est là, elle est toute trouvée. Les responsabilités doivent être situées et les sanctions doivent être prises parce que c'est comme ça. Si on veut avancer, il faut sanctionner. Si on ne sanctionne pas, ben on tournera en rond, on continue à tourner en rond. Merci à Akabe de nous avoir accordé cet entretien-là. On espère en tout cas que vos conseils, que ce que vous avez donné, aujourd'hui on vous avait promis d'aller plus en profondeur, on vous avait promis en tout cas de vous donner plus d'informations sur tout ce qui a été dit. Peut-être un dernier mot à rajouter avant de se quitter dans cet entretien? Oui, bon, je veux revenir un peu par rapport à la gestion de l'entraîneur.
de sélectionneur. Évidemment, pendant la compétition. Pendant la compétition, déjà, quand on fait une sélection, on est tous ici. Aujourd'hui, si on donne une feuille à chacun de nous, là, tout de suite, là, on dit faites la sélection. Au sortir de la... je veux dire, qu'est-ce qui va se passer quand on va vérifier la feuille? Les sélections ne seront jamais les mêmes. Il y a des principes qu'il faut regarder. On a laissé un gardien de but ici, qui est pour moi le meilleur gardien du championnat, d'accord, qui a une certaine expérience par rapport aux compétitions qu'il avait jouées avec le Orea. C'était, par exemple, ma position, que ce gardien-là, non seulement Moussa Camara, non seulement il devait être sélectionné, mais il devait même être titulaire. Parce que ce garçon, il a quelque chose. Après, on dit, ah, il n'a pas l'expérience. Mais comment tu vas avoir l'expérience si tu ne joues pas? Ça, c'est une chose. Et après, on va aller chercher des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je suis désolé, ce n'est pas leur faute. En tout cas, ils n'ont pas le niveau pour jouer une CAN. Il y a des joueurs, il y a le meilleur joueur du championnat. On le laisse ici. On va aller chercher des joueurs que toi-même, tu vois, quand tu regardes le match, tu vois qu'il a peur. Le gars, il avait peur. Il y a certains, il avait peur. Donc, la gestion du groupe, déjà, ça a commencé par là. Et maintenant, la gestion des matchs. Mon frère, tu joues contre le Burundi quand même. Avec tout le respect que je leur dois, on joue contre le Burundi. Et tu laisses... Là, on rentre dans l'aspect technique là. Tu restes à 4 derrière, dont un qui ne sert à rien. Notre arrière droit, il ne sert à rien. Tu continues à le garder, alors qu'il aurait fallu juste le sortir, en tout cas sortir un et mettre un attaquant de plus pour mettre la pression. Ça, c'est le b.a.-ba du football, ça. Il ne suffit pas d'être... Moi, je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas la prétention d'être entraîneur, mais ça c'est le... C'est-à-dire, c'est criard, quoi. Tu sors un joueur défensif pour en mettre un autre, afin de mettre la pression à l'équipe adverse et continuer à jouer, surtout qu'on a une équipe qui est joueuse. On ne le fait pas. Mais tout ça encore, tu n'es pas surpris si tu as assisté la veille du match, l'entraînement. Donc c'est incroyable. On appelle ça maintenant la mise en place. Quand on vient veille du match pour la mise en place, les coups de pied arrêtés défensifs, offensifs, le plan de jeu, la stratégie que vous allez donner sur un match. Et nous, vous savez, qu'est-ce qu'on fait? On fait une opposition, un petit jeu, on appelle ça. Avant de faire le petit jeu, c'est la frappe au but, course, frappe, course, frappe, course, frappe. J'étais assis avec d'autres anciens joueurs, Suleiman Oulare, Morley Souma, Morley Silla, Mazo et tout. On se regardait comme ça. La veille d'un match, tu ne fais pas de frappe au but parce que tu peux te blesser, tu peux avoir des déchirures et tout ça. Tu ne fais pas une opposition parce que les joueurs, c'est des compétiteurs. Moi, je ne veux pas perdre, on peut se rentrer dedans et se blesser. Mais la mise en place sur les corners défensifs, offensifs, sur les coups de pied, offensifs, défensifs, rien. Donc, le jour du match, les joueurs ne savent pas où se mettre. Cet entraîneur, croyez-moi, ne connaît rien du tout, sauf faire les montages pour gagner de l'argent. Et on lui a facilité ça parce qu'il a trouvé quelqu'un qui a le même esprit. Donc il faut arrêter ça. On espère en tout cas que cette fois-ci le président Antonio Souare écoutera son conseiller. Quant à vous, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un 100% Foot Show, évidemment, avec l'actualité, avec les débriefs, avec évidemment des focus de nos internationaux. On remercie l'équipe d'Abiba Multimédia qui était avec nous pour ce tournage. On remercie le personnel du Noum Hotel qui nous a accueillis. Encore une fois, vous avez profité d'un cadre idyllique à Conakry, comme on peut l'avoir très souvent. Et on vous dit à très bientôt sur le 100%foot.net et le 100%foot.show.